patria nos llama la nit, juremos por ella vencer o morir. Oui, Hermine, ça fait déjà au moins 15 ans que nous nous connaissons. Ouais. Au moins, hein, Ah oui, hein? quand on a fait ce livre-là. Hein. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne peut pas refaire tout votre itinéraire parce qu'il faudrait. Ah ouais. Ce soir, on y serait encore. Ah oui, Alors, il faudrait un si livre. on pourrait peut-être parler pour commencer par le début. Votre enfance dans votre village espagnol. En Espagne, hein? Voilà, voilà. Vous êtes né, je crois, à Mataró. Oui, à Mataró, province de Barcelone. Oui, parce que mes parents travaillaient là, ils se sont mariés là. Et après, lorsque j'avais 5 mois par là, eh bien, comme il fallait qu'on me porte à une doudou, une gardienne, il y a le frère de ma mère qui a appelé mes parents, et lui il se trouvait avec la même complication, et ils avaient un bébé aussi. Alors il lui a dit si on pourrait prendre une ferme au village de Tordera, ensemble, on prend les grands-parents d'un côté et de l'autre, et comme ça les enfants vont s'élever en famille, et non pas avec des étrangers, quoi. Et il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, cette propriété était entre Blanes et Tordera. Oui. Donc, j'ai commencé par aller à l'école à Blanes. Et après, quand il y a eu la guerre civile s'est déclarée, chaque village se gérait par lui-même, disons, une autogestion de chaque village. On n'en est pas là encore. Hein. Ouais. Donc vous êtes arrivé à Tordera, vous avez à 5 ans, vous me dites. 5 mois. À 5 mois. 5 mois. Oui. Donc c'est en 1927 alors. Comment? Vous êtes né en 1926. 26, oui. 27, début 27. Oui, voilà. Parce que mes parents travaillaient à Mataró. Ma mère, elle faisait dans une usine d'ampoules électriques. Oui. Et puis avant d'aller à l'usine, le matin, elle passait le lait chez les familles. Elle avait un quartier où elle passait le lait frais, quoi. Elle portait le lait. Oui, oui, voilà. Et cette fabrique-là d'ampoules, je crois qu'ils étaient assez avancés là-bas parce qu'ils donnaient à toutes les mamans qui nourrissaient leur bébé, ils donnaient demi-heure le matin et demi-heure dans l'après-midi, et la nounou portait l'enfant, là, le bébé, et leur donnait demi-heure pour donner le sein aux enfants. Et je ne sais pas, je ne suis pas sûre s'ils donnaient aussi une boisson chaude, ou si c'est la personne, la famille qui le portait. Ça, je ne sais pas. Et papa, il travaillait pardon, à une fabrique de jouets en bois. Et en plus, je ne sais pas si c'était par période ou des heures, à un maraîcher qui s'appelait Cavotte, c'était un des rares patrons qui assurait ses ouvriers. Ah oui, il y avait une assurance. Voilà, une assurance particulière, quoi, parce qu'il n'y avait pas la sécu. L'assurance particulière, il assurait ses ouvriers pour l'accident, maladie, quoi. Donc il travaillait à ces deux-là, parce que, pour s'en sortir, quoi. Ils étaient jeunes pour s'en sortir. Donc après, ils prennent une ferme, alors, hein? Voilà. Après, ils prennent la ferme avec donc mon oncle et ma tante. Vous savez qu'avec mon cousin, on s'est élevés comme des enfants. Comme des frères et sœurs. Mon cousin et ma cousine. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de familles, mais on allait toujours là. Je ne suis pas allé en Espagne avant que Franco meure, après qu'il a été décédé. Et là, bon, on a passé une enfance heureuse. Voilà, on était les premiers enfants d'une grande famille, 9 frères et sœurs, du côté de ma mère. Et du côté de mon père, il y en a 2. Et on était gâtés. À côté des autres enfants,
de nos petits voisins. Et nous, on avait des jouets, on avait plein de choses que les autres n'avaient pas, les pauvres. Et puis mes parents, ils se sont toujours débrouillés pour faire double emploi, quoi. Et quand, à la ferme, quand il n'y avait pas trop de travail, il y avait une usine à 10 minutes, un quart d'heure à pied, à côté de la gare de Blanes, une usine pardon, de soie artificielle, oui, dont il y avait des Français de Lyon, je crois, actionnaires. Et comme mes parents avaient été habitués à travailler en ville aussi, ils avaient travaillé en campagne aussi. Et en ville, là, et ben, quand il n'y avait pas trop de travail à la ferme, ils faisaient des remplacements à cette usine. Ça fait que, par rapport aux voisins qui avaient que l'agriculture, eux, ils avaient un apport en plus que les enfants ont retrouvé, quoi. On n'a pas souffert des carences. Quoi. Vous m'avez dit un jour, j'ai une enfance si heureuse que j'aurais voulu ne pas grandir. Oui, oui, ça c'est vrai. Et j'étais très heureuse, hein, j'aurais voulu rester petite. On aurait dit que j'avais peur de la vie d'adulte. Et puis j'étais bien en enfance. On était bien, on était heureux, on jouait, on allait à l'école, on était heureux. Justement, l'école, c'était déjà vous avez fréquenté une école laïque, ce qui était très rare. L'école laïque a été à Tordera, bon, c'était quand même une école laïque à Blanes, mais elle n'était pas mixte, on était séparés, il n'y avait pas la religion pour ainsi dire, mais on était séparés, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et ça à Blanes. Et après, j'ai été à Tordera, après 36. Oui, et alors là, c'était vraiment l'école mixte, laïque, je crois qu'il y avait le buste de Francisco Ferrer Guardia, l'école moderne. Voilà. On n'avait plus les petites tables là, les petits bancs, on avait des tables carrées, comme si on était dans une salle de conférence, un truc comme ça. On était 4 par table, de garçons et de filles. Voilà. Ils ont appris aux garçons le respect des filles comme si c'était leur sœur, et aux filles de ne pas avoir peur des garçons, de les traiter comme si c'était le frère, quoi, fraterniser. Voilà. Ça, c'était un apport de la République espagnole. Oui. C'est ça, voilà. important. Là-bas, c'était l'Église qui était dominatrice, y compris dans le niveau de l'école. Voilà. La République espagnole qui est... C'était il y avait 5 ans, en 1931. Déjà, 31. Ouais, en 31. Et je me rappelle de ça, parce que je me disais, moi je serais républicaine. Parce que je me souviens de mon grand-père, il ne sortait jamais, il était âgé, il ne sortait jamais. Et ce jour-là, ça a été la fête pour le porter voter. Ce moment-là. Et tout le monde, les enfants, les parents, tout le monde, on est allé en famille au village pour faire voter Pépé. Ah oui. Et comme la République avait gagné, et heureusement pour nous, il n'y a pas eu de sang, ça s'est passé légalement, enfin. Voilà. Le roi, il paraît-il, ils l'ont fait sortir par derrière du palais, les mêmes républicains, pour pas qu'il y ait des émeutes ou quelque chose, qu'on l'insulte ou quoi, s'il partait devant le palais, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est exagéré de dire que votre engagement, plus tard dans le maquis, a peut-être ses sources dans cette République espagnole? Ah oui, je pense bien, oui, surtout de ce qu'on a souffert après avec la retirada. Ah, bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Alors, ça, je pense que ça a influencé ma participation à la résistance. Ouais, parce que, bon, et comme là-bas, ils nous avaient, pour ainsi dire, on dit, nous, on a perdu la guerre, mais nous, on dit, on nous a volé la République, puisque c'était un soulèvement, c'était pas une guerre normale. Enfin, normale, il n'y en a pas, guerre normale, mais enfin.
Et je me suis dit, même si c'est qu'une goutte d'eau dans la mer, si je peux faire quelque chose pour que le pays d'accueil, la France, notre pays d'accueil, ne subisse pas le même sort que l'Espagne, eh bien, je le ferai. C'est dans cette idée que je suis rentrée dans la résistance, quoi. Ça venait de toute petite, quoi. Ouais. Et papa, attendez, le 6 octobre, ça sont des trucs, même quand on soit enfant, on les garde. Le 6 octobre 1934, les faits, les événements, on dit en espagnol les faits d'octobre 1934. Il a été quelques jours en prison parce qu'il était dans le syndicat, comment on dirait ici, un syndicat d'agriculteurs, si vous voulez. C'était pour la réforme agraire, voilà. Les partisans de la réforme agraire. Et alors, bon, ils faisaient des réunions et tout ça. Moi j'étais petite, j'entendais des choses, mais bon, j'enregistrais pas tellement. Mais c'est des flashs qui restaient. Et après, quand les parents le racontaient, mais bon, quand papa est parti, qu'on est venu le chercher, ça je me rappelle. On est sorti dans un pré parce que le train passait tout près de la maison, lui dire au revoir. Il a été mis en prison alors? Oui, à la Modèle à Barcelone. Longtemps? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas s'il est resté un mois. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire le temps, mais pas longtemps. Et attendez, peut-être. Mon frère avait 8 mois. Et il est né, mon frère, le 15 février 1934. D'accord. Donc, en octobre, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc pas plus de mois. Voilà. Pas plus de mois, peut-être 3 semaines. J'ai toujours dit. Et alors, comme il y avait des ouvriers occasionnels à la maison, et puis il y avait mon oncle et tout ça, des ouvriers qui étaient pour le ramassage. Allez, comment on appelle? Des périodes de ramassage. Et alors, comment? Des journaliers. Voilà, des journaliers, oui. Et, ils se sont mis tous autour. Ma mère, elle a dit, mettez-vous tous là. Et elle est allée chercher mon frère à la chambre, oui. Qu'il avait 8 mois. Il a dit, voyons s'il va reconnaître son père. Et il s'est mis au milieu avec le bébé. Et il regardait partout, il regardait tous, et puis il s'est jeté dans les bras de bébé, de mon père, quoi, voilà. Papa. Et alors, c'est des événements que, bon, on était enfants, mais on le garde. On ne s'oublie pas, hein. Voilà. Et là, vous aviez à peine 8 ans, vous en 34. Vous êtes né à 26, hein. Oui. 8 ans. Voilà, parce que j'avais 9 ans quand la guerre s'est déclarée. Voilà. Attention. Voilà. Alors justement, on en arrive donc à la guerre quand Franco donc, débarque en Espagne et qu'il commence la conquête de l'Espagne. Hein. Ah ouais. Et là, au début, quand même, elle est loin, la guerre de chez nous. De chez vous, hein, elle est loin au début. Mm. Et c'est surtout en 1938 que vous commencez à entendre les bombardements. Oui, en 1938. Au début, les enfants, on jouait à la guerre comme tous les enfants. Mais quand on a entendu les bombardements et quand on a vu le premier bombardement qui sont venus, nous on admirait les avions quand ils passaient. On n'avait pas tellement de distractions. Et, on regardait un avion et on voit tomber des trucs. Ça devait être assez haut parce qu'on les a vus. On aurait dit des poissons en argent. Les bombes, hein, qu'ils jetaient à un quart d'heure de chez nous, à côté de la gare de Blanes, pour l'usine. L'usine qui avait hissé le drapeau républicain, le drapeau français, pensant, comme il y avait des actionnaires français,
pensant qu'avec le drapeau français, elle ne serait pas touchée, quoi. Ils ont bombardé quand même. Voilà. Et quand on a vu ça, on regardait, regarde, avec les enfants. Et puis les réfugiés qu'on avait d'Aragon, il y en avait et du Sud, ils nous ont poussés par terre, ils nous ont mis un bâton à la bouche, ils nous ont poussés par terre, parce que quand elles sont tombées, ces bombes, les vitres de chez nous, elles se sont fendues, les vitres de fenêtres. Les vitres. Ouais. Donc c'était pas loin. C'était pas loin. Non. Et pourquoi un bâton dans la bouche, vous dites? Ça, c'est pour pas que les tampons éclatent. Ouais, pour pas parce que si on se coince, avec l'explosion, ça risque les tampons d'éclater ou je sais pas. Ah ouais. Et ça n'a pas été le seul bombardement. Ça n'a pas été le seul bombardement, il y en a eu d'autres. Oh non, il y en a eu d'autres, oui, oui. Mais après, on savait, on s'en allait. On avait commencé un refuge, ils n'auraient pas protégé de grand-chose. Dans un talus, un chemin qui descendait assez profond, au fond du chemin, au talus, on avait peut-être fait, enfin les hommes, 2 mètres de profondeur pour commencer un refuge. Mais il fallait étayer tout, il n'y avait pas rien, il n'y a que ça. Je suis allé après 75, je suis allé quand j'avais des papiers français et que Franco était mort. Pas avant. J'aurais pu y aller parce que j'avais que 12 ans quand je suis parti, mais je n'ai pas voulu. J'ai pas voulu moralement, je n'ai pas voulu aller pendant qu'il était là. Voilà. Et je suis allé dans ce chemin, mon cousin m'a accompagné, puisqu'on jouait avec lui par tous ces chemins, tout ça. Et on a vu la marque de ce qu'ils avaient creusé. On n'a rien fait parce que quand il y avait les bombardements, on se couchait près d'un ruisseau ou un fossé près du ruisseau qui passait à la maison, quoi. L'eau qu'on avait pour arroser, pour boire et tout. En 1938, le front se rapproche, les franquistes progressent, il faudra rompre le front et passer la frontière. Oui. Voilà. Alors, à votre niveau, comment ça s'est passé, ça? Et nous, on était toujours à la ferme, là. Et mon père était mobilisé. Mais comme il n'avait pas fait le service militaire, il avait été armé, il avait été exempt pour soutien de famille. Ses parents étaient âgés, parents adoptifs, ils étaient âgés. Et donc, il a été mobilisé, mais ils l'ont laissé au village, dans un parc mobile qui est venu, je crois, de Barcelone, à l'entretien. Et aux dernières ressources, il aurait été envoyé au front. Mais en attendant, étant donné qu'il n'avait pas fait les manœuvres et tout ça, il était là, quoi. Il était affecté là. Et il était maire du village aussi. Et il était maire du village. Oui, voilà. Il était maire du village, donc ils l'ont laissé là. Donc nous en étions, le front se rapproche de Barcelone, et vous comprenez que maintenant les républicains doivent partir de la frontière. Voilà, et donc mon père nous a préparé, nous a expliqué tout ça, si on voulait rester, parce que mon oncle il faisait des voyages en camion, des voyages de réfugiés, des enfants vers la frontière. Et alors il a dit, moi, ma famille, je ne la mets pas dans ce tumulte. Il dit, si tu veux, on la cache. Mon oncle avait travaillé dans une ferme dans le temps de jeune homme, quoi. Et je crois que ma mère y était allée aussi un peu, à la maison. Et mon père a été là, ils s'étaient connus là. Et après ils sont partis à Mataró. Donc cette personne était de droite, mais pas franquiste. De droite comme tous ceux qui avaient des propriétés et qui étaient, on disait des riches. Mais ce ne seraient pas des riches comme une classe moyenne, mais plutôt de droite, vous voyez, mais pas des fascistes, quoi.
comme ici à la droite, mais il n'était pas nazi, voilà. la plupart. Bon, alors cet homme, mon oncle lui a proposé s'il pouvait cacher ma tante, ma cousine et tout ça. Bon, il a dit d'accord. Et donc il lui avait parlé pour nous, et il était d'accord de nous recevoir. Et il risquait gros aussi, hein. Bon. Mais ma mère, elle a dit non, le sort qui sera de mon mari, ce sera le nôtre. On part, quoi, tous. Et on est parti de la maison quand les troupes franquistes rentraient à Barcelone. On était à 60 km. Au dernier moment, Oui, oui, on était à 60 km de Barcelone. Et alors, le parc mobile, là, où était mobilisé mon père, c'est des camions de là qui se faisaient des va-et-vient pour porter du monde. Et il a proposé un autobus qu'ils avaient pour prendre les femmes et les enfants de ceux qui étaient mobilisés là. Et bon, on était d'accord. Mais ma mère, elle a dit, moi je vais à l'autobus à condition qu'on me prenne tous les réfugiés, on en avait 5 à la maison. Bon, 5. Non, ça faisait 3 puisque 2 étaient partis à la guerre, mobilisés. Et ma mère elle leur avait préparé l'équipage comme pour un enfant de la maison, quoi. 2 qui étaient partis, d'Aragon, ils ont été mobilisés, et les autres 3 qui restaient, elle les a menés avec nous, quoi. Et les autres femmes, elles n'étaient pas trop contentes qu'on amène les réfugiés. Ils disent, bon, si vous ne les voulez pas, nous on n'y va pas, on marche à pied avec eux. Et finalement, ils les ont acceptés. Donc, on a eu le privilège, on a dormi à une maison des gens de gauche, près de la route nationale, parce que nous, on était un peu éloignés. Et on a dormi là, et on a pris cet autobus, donc, ils sont venus nous chercher le lendemain. Et on est parti avec cet autobus jusqu'à Figueras. Voilà. C'était déjà pas mal. Plus de 50 km. Il y a 50 km à Girona. De Girona à Figueras, je ne sais pas combien. Enfin, jusqu'à Figueras. On est resté, je ne sais pas si une nuit ou 2, dormir avec les soldats, avec mon père et les compagnies, quoi. Aux alentours de Figueras, sous les oliviers. On était sous les oliviers parce que bon, ça camouflait un petit peu. Et là, je ne sais pas si on est resté un jour ou 2. Si on a dormi une nuit ou 2, là, je ne me rappelle pas, juste. Et là, on a eu le grand bombardement, le dernier grand bombardement de Figueras. Parce que Figueras était détruit déjà. Mais bon, il y a eu un bombardement énorme. Alors, les avions républicains, ils ont fait une bataille au ciel, là-haut. Parce qu'on suppose que c'est pour pas qu'ils attaquent la population qui partait. Parce qu'ils mitraillaient la population qui partait, réfugiés, ils la mitraillaient. Et alors, donc il y a eu cette grande bataille. Bon, il tombait des bombes, il tombait de tout, quoi. Et à ce moment-là, on est parti. On a eu un camion. On n'a pas eu celui de mon oncle, on a eu celui de son copain, quoi. Il faisait que ça. Il ne pouvait pas aller jusqu'à la frontière parce que la route était tellement pleine de monde. Il ne pouvait pas continuer. Il ne pouvait plus avancer et il laissait les gens. Et il reculait comme il pouvait. Et il tournait et il repartait à Figueras en chercher d'autres. Donc dans Figueras aussi, il y a un truc. Comme il y avait le bombardement et l'alarme avait sonné, la sirène, donc quand il faut aller au refuge, il faut se camoufler. Et nous, les enfants, on s'est mis à crier au chauffeur de partir, qu'on ne voulait pas rester. Il n'y avait que des ruines. On ne savait pas où c'est qu'il y avait un refuge, ni rien du tout. Il dit, si on est dans la campagne, on risque de pouvoir se sauver. Et alors, il y a un gardien, et on dirait que je me le vois, au milieu de ces ruines, qui ne nous laisse pas passer. Alors, le chauffeur, il ne savait pas quoi faire. Le chef de mon père est passé. Je ne sais pas s'il partait ou s'il allait inspectionner. Alors, il dit, qu'est-ce qui vous arrive?
Alors on lui a dit, Monsieur Gomez, il s'appelait. Il dit, il ne nous laisse pas passer, nous on a peur des bombardements, on préfère sortir. Bon, il lui a dit, laissez-le passer. Et il dit, non, moi j'ai des ordres et j'ai un pistolet pour faire obéir. Alors il dit, ah bon, tu as un pistolet? Puisqu'il demande de partir, laisse-leur une chance. Et alors il dit ça, j'ai un pistolet pour faire obéir les ordres. Et alors donc, le chef, le Gomez, il sort, il dit, tu en as un, moi j'en ai deux. Un de chaque, à chaque poste. Et il lui a dit, il lui a mis le pistolet comme ça, tu le laisses partir. Alors, et je suis, il s'est mis en colère parce qu'il a dit, je suis le frère de la gouvernation de Catalogne, quelqu'un du gouvernement, quoi. Je ne sais pas au juste. Il dit, moi je m'en fous de frère ou pas frère de quelqu'un du gouvernement, moi je fais obéir les ordres. Alors, bon, c'était ridicule, on était au milieu des ruines, il n'y avait que lui et nous. Voilà, on est parti, on a eu la chance de pouvoir se sauver. Voilà. Donc c'était quelle date ça? Ça c'était, on est parti, ça devait être peut-être le 26 qu'on est parti de la maison. Le 26 janvier. Janvier. 26, je ne sais pas. On a passé 2 ou 3 soirs à Figueras, 28, 29. Ouais, ouais. Oui, fin février, on était encore à la Junquera. Là, on a dormi dans un cinéma, où il y a eu des disputes aussi, parce que les gens ils brûlaient les fauteuils pour se sécher, parce qu'il venait trempe. Il y avait la neige au Pyrénées, il pleuvait. Alors, comme ils arrivaient trempe, ils ont fait du feu pour se sécher, et ceux qui étaient au fond du cinéma, ils s'étouffaient. Alors, bon, il y a eu des disputes aussi. J'ai pris mon frère, au bombardement de Figueras, je mettais son bâton à la bouche, là, je me le mettais dans mes bras pour pas qu'on me le tue. J'ai dit, si on le tue à lui, qu'on me tue d'abord à moi, quoi. Et là aussi, je l'ai pris près de moi. On avait une couverture chacun, et ma mère aussi une. Et mon frère, il avait une petite couverture comme les soldats enroulés, là. C'était comme un plaid, quoi, un truc. Une couverture mexicaine, vous savez, ce qu'ils portent là. Je crois que j'en ai gardé un petit bout par là dans un tiroir. Ouais. Elle était écossaise. Et donc, de là, on est sorti le lendemain faire la queue, marcher dans la rue, mais on pouvait avancer pas à pas, comme si on rentrait dans un spectacle, un cinéma. Vous étiez loin de la frontière, là? On n'était pas trop loin. Ce cinéma devait être à la Junquera, ou au Pertus, non, au Pertus c'était déjà la frontière. La Junquera, c'était. Voilà. La Junquera. On verra sur la carte. Ouais. Et de là, on ne pouvait pas avancer. On dit il fallait encore, pour rentrer en France, un visa. Et alors, ma mère, elle dit on n'y arrivera jamais, tous les 3 de front. Il dit, tu prends ton petit frère de la main, tu ne le lâches pas, parce qu'on l'aurait perdu avec tout ce monde. Et tu prends de la main et vous restez toujours à votre droite pour que je puisse vous retrouver. Et je m'en vais faire le visa. Elle s'est débrouillée. Quand elle arrive à la guérite de la frontière pour le visa, ils étaient débordés, il n'en fallait plus. Ils ont ouvert. Ils ont ouvert la frontière. Voilà. Ça, la date, je ne peux pas vous la dire au juste. Parce que, bon, pour faire, je ne sais pas combien il y a, 50, je ne sais pas s'il y a plus de 100 km de la frontière. On a mis 3 ou 4 jours, quoi. Et pour passer, on a mis du temps aussi. Alors, elle est revenue, elle nous a trouvés. Mais l'autre jour, j'ai pleuré quand j'ai vu ces réfugiés du Liban là, qui repartent. Je crois que c'est qu'on leur jetait du pain, vous savez, les camions. Et bien, alors, à nous, ils venaient les camions français, comme ils ne pouvaient plus avancer, tellement il y avait de monde, ils jetaient du pain. Mon petit frère qui voulait du pain, le pauvre, 5 ans, qu'est-ce qu'il voulait? Du pain.
Et alors, j'ai pas pu en prendre. Parce que pour prendre tout le monde était plus grand que moi. Moi, pour prendre un plein, j'aurais dû laisser le petit pour pouvoir sauter. Et après, je ne l'aurais pas retrouvé. Les gens, c'était une folie, il faut le voir. L'expliquer, c'est rien. Il faut le voir, c'était une folie, les gens. Ils l'auraient écrasé pour se prendre un pain. Alors, on s'en est passé. Et voilà. Et quand maman est revenue, puis on a continué notre marche un pas à pas, quoi. Ah. Et je sais qu'on est arrivé nuit à la frontière. Maintenant, je ne sais pas si on y a passé 2 soirs ou 3, ou juste, je ne sais pas. Et vous avez souvenir du temps qu'il faisait? Est-ce qu'il faisait froid, il pleuvait? Oui, il pleuvait. Oui. C'est pour ça qu'il faisait du feu, parce que ceux qui avaient attrapé la pluie, ils étaient trempés. Alors, et voilà. Et dans ce cinéma, donc, qu'on a passé la nuit, obligé, parce qu'on ne pouvait plus avancer. Et que les gens, ils se disputaient, quoi. Les uns, ils voulaient du feu, les autres, ils ne voulaient pas. Et voilà. Bon, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a dit, parce qu'ils avaient sorti les pistolets et tout. Il dit, mais vous n'avez pas honte, on est en train de souffrir pour sauver la vie, et vous êtes encore en train de disputer là, de semer la mort. Et bien, finalement, ils se sont arrêtés. Autrement, il y avait la neige aussi à la frontière. Et nous, à la Jonquera, on avait la pluie. Mais après, sur les hauteurs, il y avait la neige. Et après, donc, il y a des camions qui sont venus. Camions français. Français. Les camions français. Et ils nous ont amenés jusqu'au Boulou. Au Boulou, je ne sais pas, on était nombreux là. Si c'était le camp d'Argelès, là, qui n'est pas loin de Boulou, ou si c'était au Boulou, enfin, on était groupés. Et alors, ils prenaient les femmes et les enfants et ils les faisaient aller. Là, c'était les gendarmes. Hein, parce qu'en arrivant, on a eu des Sénégalais avec les lances. Ils étaient fourmés, ils faisaient comme une haie. Et alors j'ai dit à maman, si c'est ça les Français, je repars en Espagne. Mais il m'a dit, mais non, ma fille, ça c'est des gardiens. Enfin, on n'était pas éveillés comme maintenant, les enfants. Maintenant, au moins avec la télé, ils ont voyagé dans le monde entier, quoi. Ils connaissent plus que nous à 20 ans, à 12 ans, ils connaissent plus que... Enfin, à ce moment-là, c'était les gendarmes qui nous ont amenés à la gare. À la gare, oui. Oui, et je suppose que c'était la gare du Boulou. Et on a été 5 jours dans le train. On a atterri à la Haute-Marne. Ils devaient expédier des petits groupes dans des petits villages, des groupes, répartir toute la France. Et nous, on a été 5 jours dans le train, on n'a pas eu ni à boire ni à manger. Non, sauf qu'il y avait c'était le Front populaire. Bon, c'était les gens du pays, quoi, qui venaient à la gare, ils portaient des choses. Mais nous, dans notre compartiment, il y avait deux femmes basques avec 2 petits. Et elles avaient été déjà réfugiées en France, du Pays basque, et elles étaient revenues en Catalogne. Et là, elles savaient comment ça se passait, qu'elles avaient eu dans les gares les personnes qui leur portaient à manger. Ils se sont mis une de chaque côté. Et ma mère leur avait donné un peu de jambon et un peu de beurre, parce que c'est tout ce qu'on avait. Le jambon, on le portait de chez moi, puisqu'on avait tué le cochon. Et le beurre et du sucre fin dans une serviette. C'est les militaires là où était mon père, les soldats, parce qu'il y avait les soldats, quoi, tout ça, et bien, qui nous avaient donné 2 poignées, un morceau de beurre et 2 poignées de sucre fin. Alors, jambon, beurre et sucre fin, j'ai passé des années que je n'ai pas goûté le beurre. Oui, oui.
Oui, on n'avait pas à boire et pas de pain, quoi. On avait ça, mais on ne pouvait pas manger beaucoup, c'était écœurant. Et mon frère qui avait soif, et alors les autres femmes, on leur en avait donné. Oui. Et quand elles ont reçu ils ont eu des bananes, ils ont eu des choses quoi, que les gens portaient. Ils n'ont pas donné un petit bout de banane à mon frère. Et de l'eau non plus, ils se gardaient tout. Bon. Et alors, à une gare, je suis descendu et je suis rempli la petite bouteille de biberon qu'il avait mon frère. Il a eu le biberon jusqu'à 5 ans. Enfin, ma mère l'a nourri 1 an. Et alors, je suis allé à une fontaine et ils me disaient tous que non. Je suppose que c'était de l'eau non potable. Parce que ils me disaient que non, quoi. Ils me grondaient, les gens de la gare, les employés. Moi, j'ai pu quand même, j'ai bu tant que j'ai pu, et j'ai pris la bouteille pour mon petit frère. Bon, on n'en est pas mort, mais... Et je suppose que les 5 jours dans le train, qu'on a fait la cutie aux enfants, et ils attendaient peut-être la réaction de la cutie. C'est maintenant que je pensais ça, enfin, maintenant il y a un moment. Mais à ce moment-là, non, je ne savais pas. Je disais, c'est un vaccin. Et oui. Et la réaction, parce que s'il y avait des malades, peut-être pour les envoyer ailleurs, ou les séparer. Je suppose. Parce que le train n'a pas roulé pendant 5 jours. Oh, il ne s'arrêtait pas beaucoup. Il s'arrêtait pas beaucoup. Oui, il s'arrêtait aux gares. Il s'arrêtait aux gares. Et puis... oui. Par quelle ville vous êtes passé, vous en souvenez? Oh non. Ça... Pour aller dans la Haute-Marne? Dans la Haute-Marne. Il devait s'arrêter, mais je ne sais pas. Il ne s'est pas arrêté, je ne pense pas d'une nuit entière, non. Il ne s'arrêtait pas beaucoup. C'était donc en fin février 1939. Donc en France, la guerre n'était pas encore déclarée. Hein? Non, ça c'était déjà... Je crois que c'était début février déjà qu'on a passé. Voilà, qu'on était dans ce train. En février, quoi, dis donc. J'ai entendu dire à papa qu'on était arrivé le 6 février. Mais le 6 février, je suppose que ça doit être dans la Haute-Marne qu'on est arrivé. Voilà. Je suppose, je ne sais pas. 5 jours. Dans le train, et la frontière et tout ça. Je suppose que c'est les... Voilà. Et bien sûr, votre mère ne parlait pas français, vous non plus. Pas du tout. On ne savait même pas dire ni bonjour, ni merci, rien. Comme maintenant, que des fois, on peut se débrouiller un peu avec l'italien, un peu... Si un peu là, on se débrouille, mais à ce moment-là, non, zéro. Alors, vous arrivez dans la Haute-Marne, là? Oui, là, on était 4 ou 5 familles, dans un couvent désaffecté, un petit village, Dammartin-sur-Meuse, Haute-Marne. Dammartin. Dammartin-sur-Meuse. J'ai trouvé une carte postale. Je voulais en faire une copie du village de l'ancien temps, quoi. Les vaches passaient dans la rue, ils mettaient les vaches dans des enclos, et puis le soir ils les rentraient. Tout ça, c'est un petit village, quoi. Là, on n'était pas trop mal. Il y avait un couple sans enfants à côté de chez nous, enfin de chez nous, d'où on habitait. Ils voulaient adopter mon frère. Ouais. Vous l'avez adopté? Oui, oui, j'ai adopté carrément. Et alors, ma mère, elle a dit non, on cherche mon mari, il faut qu'on sache s'il est vivant, s'il est mort, qu'est-ce qu'il est devenu. On verra, après on verra. Mais il m'a dit on ne vous séparera pas, si vous voulez, on va l'adopter, il sera notre enfant, mais vous aurez un appartement à côté, et il pourra venir, il saura que vous êtes les parents biologiques, et il pourra venir vous voir quand il voudra. Il y avait une petite fille jolie, enfin une petite fille, elle devait avoir 10 ans par là, comme ça, et mignonne avec des cheveux blonds jusque-là. Elle était adoptée comme ça par le docteur du village. Ouais. Et alors ce couple, il voulait faire pareil. Mais la petite, elle avait ses parents pas loin.
Elle se devait donc à cette famille, au docteur, mais elle allait voir ses parents au moins une fois par jour. Elle leur dire bonjour et tout ça. Voilà. Et elle nous avait dit pareil, on vous mettra pour... Ils ont dit à maman, pour votre fille et vous aurez un appartement à côté et vous verrez le petit quand vous voudrez. Bon, ils se sont débrouillés avec l'interprète pour nous dire ça. Cette petite que je vous dis, blonde, c'était la fille d'une Espagnole qui était émigrée économique. Il y avait longtemps qu'elle y était, quoi, ici. Et voilà, les enfants étaient nés tous en France et tout ça. Et c'est elle qui nous servait d'interprète, c'est elle qui nous donnait le lait pour le déjeuner, tout ça, et qui faisait le manger. Voilà. On n'avait pas grand-chose. Dans un couvent désaffecté, vous dites? Oui, voilà. Et quand la guerre s'est déclarée ici... En septembre 1939, alors, hein? Oui. Quand elle s'est déclarée ici, ils nous ont ramassés, tous les petits groupes qu'on était dans des petits villages. Pardon. Ils nous ont ramassés et ils nous ont amenés à Langres. À Langres. À Langres, c'était la sous-préfecture de la Haute-Marne. La préfecture, c'était Chaumont. Et Langres, c'était la sous-préfecture. On nous a envoyés là, dans une prison. On a ramassé tous les groupes des petits patelins. On nous a amenés là. Je crois qu'on était 500 je ne peux pas vous dire juste, dans les 500 peut-être ou davantage. Et là, on était fermés. On ne pouvait pas aller en ville, quoi. Sauf un groupe de 5 ou 6 ou 7, il s'arrangeait toujours le responsable pour mettre un peu plus, d'enfants qui allaient aider pour chercher le pain en ville, pour la journée. Mais là, quand on a vu les cellules, nous, on n'avait jamais vu ça en vrai, on avait vu au cinéma et rarement parce qu'on n'allait pas trop au cinéma à ce moment-là. Et les grosses portes de prison et les petites lucarnes là et tout ça, on s'est mis à pleurer avec mon frère. Les deux familles qui étaient presque tout le temps avec nous se sont mis à crier et à pleurer et on ne pouvait pas nous raisonner, quoi. Ils sont allés chercher le sous-préfet qui était à côté, la cour touchait à la prison. Ils sont allés le chercher, il a dit ils vont être malades, ces enfants, ils vont tomber malades. On va leur donner la chambre des politiques. C'était la chambre des politiques. C'était une grande chambre avec des grandes fenêtres normales, mais avec des barreaux. Justement, il y en avait une des fenêtres qui donnait à la cour de la sous-préfecture. C'est la chambre des prisonniers politiques, alors. Des prisonniers politiques, voilà, la chambre des prisonniers politiques. Mais enfin, elle ne servait pas, elle était désaffectée, quoi, cette maison. Mais pour nous le faire comprendre, nous, si vous voulez, 12 ans et les autres tous plus petits, comme moi, plus jeunes encore. Pouvaient pas, non. Donc on a été 4 familles au moins dans cette chambre. C'était pas trop mal. Mais enfin, le manger qu'il donnait, mon frère, il ne mangeait rien. Il mangeait le petit bout de pain, c'est tout. Et le reste, c'était des carottes, on n'en avait jamais mangé. Un peu de carottes, un peu de pommes de terre qui dansaient dans un peu d'eau chaude, pour ainsi dire. Parce que, comme au bouillon, c'était pas... Et moi, je fermais les yeux et je mangeais. Parce qu'à l'âge que j'avais, on m'a dit il faut manger si tu ne veux pas tomber malade, être tuberculose. Et alors, bon, j'ai mangé. Mais c'était pas... Et entre-temps, quand même, vous aviez pris contact avec votre père, je crois. Comment? Vous aviez pris contact avec votre père. Ah oui. Par l'intermédiaire d'un cousin, à Perpignan. Oui, éloigné, très éloigné, de la famille du mari de ma tante, d'une sœur de ma mère. Elle nous avait donné une adresse. À Perpignan, hein? Oui, à Perpignan, c'était... comment ça s'appelait? Espia de l'Église. Espia de l'Église. Oui, Espira de la Glie.
Oui. Spira de la Glie, d'accord. Voilà, c'est comme ça. Et alors, nous, on venait, donc, mon père, ça, parce que nous, on est venus à pied. Eux, ils avaient des camions, bon, ils venaient vers la France, et il a dit, ouais, on charge ce qu'on peut au camion. Il avait pris même la machine à coudre de ma mère, elle avait dit, parce que peut-être pour se gagner la vie, là-bas, ça va me servir. Et puis, des haricots, des pommes de terre, de tout, puisqu'ils avaient le camion de la ferme, pour pouvoir aller chez cette famille et pas être une charge de suite pour avoir de quoi manger. Mais figurez-vous, ils nous ont pas, même avec l'adresse ni rien, ils n'en ont pas tenu compte, ils nous ont pas voulu laisser, ils nous ont expédiés dans le train et puis c'est tout, ils n'ont pas tenu compte. Et les hommes, quand ils sont arrivés avec le ravitaillement et les armes et tout ça, on leur a tout pris, quoi, à la frontière. Ça. Votre père a été mis dans un camp, hein? Oui, Voilà. papa, il a été mis à Argelès, puis Saint-Cyp. Et dernièrement, Abraham. Abraham. Alors nous, à force de pleurer qu'on n'avait pas de nouvelles de papa, on regardait les listes de disparitions tout le temps, on cherchait. Et on nous envoyait un journal où il y avait toutes les listes de ce qu'ils recherchaient. Et qui est-ce qui a envoyé le journal? Qui est-ce qui a envoyé le journal? Je ne sais pas, je crois que c'était ou les communistes ou le Front populaire, ou, je ne sais pas. De toute façon, c'était de gauche qui nous envoyait. C'était des gens qui voulaient vous aider. Quoi. Ils voulaient nous aider, oui. Mais je ne peux pas vous dire la source vraiment. Quoi. Et là, vous cherchez les noms de ceux qui... Voilà, on cherchait le nom dans ces listes. On cherchait le nom. Et voyant qu'on ne trouvait pas, ma mère elle a réfléchi tout d'un coup. Elle a dit, si je pouvais écrire à ces gens-là où elle devait aller, où on devait aller. Parce que peut-être que lui, il a eu la même idée. Et c'est ce qui est arrivé. Il a eu la même idée. Voilà. Alors elle est allée à un voisin qui travaillait le jardin. Elle lui a dit, vous voulez que je vous aide? Ah oui, alors elle l'a aidé à travailler le jardin. Et puis il lui a dit qu'est-ce qu'elle voulait. Alors comment elle a plu, elle lui a dit un bout de papier, une enveloppe et un timbre. Avec des signes, quoi. Et alors il lui a donné ça. Il a écrit maman à cette famille. Et cette famille les a mis en contact avec mon père qui était déjà au camp d'Abraham. Il était déjà Abraham. Hein, voilà. Oui, il était Abraham. Dans l'Aude. Dans l'Aude, oui. Ouais. Donc vous avez pu communiquer avec votre père. Vous avez pu communiquer avec votre père Voilà. à partir de ce moment-là. Voilà, oui. Là, on était contents. On avait l'espoir de pouvoir se rencontrer, quoi. Alors, lui était dans un camp et vous dans la chambre de politique, c'est bien ça? Oui. Oui, hein? Oui. Du côté... Nous, à Haute-Marne, et lui, Abraham. Oui. Et ce n'est que quand la guerre d'ici a éclaté, donc, quand ils ont mobilisé les jeunes Français, que les parents ont eu un droit à aller chercher de la main-d'œuvre étrangère dans les camps. C'est comme ça que mon père est sorti, on a été dans l'Aude. Voilà, donc si je comprends bien, c'est la famille Angeli, qui est allée chercher votre papa dans le camp pour qu'il travaille à la ferme. Hein. Voilà. Puisque le fils était parti à la guerre. Voilà, Il mobilisait les jeunes et il prenait les chevaux dans les fermes, quoi, pour la guerre. Donc votre père est embauché à l'automne 39 chez les Ancelis, à Plaigne, c'est ça? À Plaigne, à Plaigne. Et c'est là qu'il va vous demander de revenir. Oui. Voilà. Il était allé avec le patron à la préfecture de Carcassonne et la personne qui devait s'en occuper lui a dit c'est la guerre, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Bon, ils sont partis dessus. Et puis, quand l'instituteur du village était mobilisé, il est venu en permission, c'est sa femme qui nous faisait l'école, enfin, pas encore à moi, je n'étais pas arrivé. Et alors, il est venu en permission chez lui, quoi, au village, et il a dit comment ça se fait que la famille, l'Espagnol de chez Anseli, à Las Palais,
ils n'ont pas la famille. Alors ils ont expliqué le cas. Ils disent, bon, qui se prépare, on y va, je les accompagne dans leur partie. Alors, grâce à l'instituteur, qu'on a pu venir, il est allé à la préfecture à Carcassonne, il a demandé le bureau des étrangers, il est allé, et le bonhomme lui a dit, bon, on ne peut pas s'occuper de ça maintenant avec la guerre. Et alors il lui dit, mais quelle mission c'est que vous avez, vous, ici? Il a dit, moi je m'occupe des étrangers. Il dit, voilà, alors si vous allez le faire, dans une semaine je veux que cette famille soit là. Sinon, j'irai voir plus haut. C'est moi qui vais m'en occuper. Ah non, non, vous ne prenez pas comme ça. Bon, ça fait que dans une semaine, on est venu. Parce que l'instituteur, il était plus avisé que nous, bien sûr. Et il voulait nous faire passer avant la ligne de démarcation. Oui, oui, oui. Que ça se préparait, tout ça. Ça se préparait ou c'était... C'était pas encore. Voilà. Alors on a passé avant la ligne de démarcation, on a pu passer. Voilà. Tandis que j'ai ma belle-sœur qui était en Bretagne, il a fallu qu'il passe incognito. Ah oui. Et vous êtes revenu par train alors? Par train. À la gare de Carcassonne, justement. Oui, on a passé une nuit à Dijon, dans une salle avec les soldats. Et il y en avait un sans doute qui nous a entendu parler catalan avec maman. Il était près de nous au train. Et à Narbonne, je crois que c'est à Narbonne, il fallait qu'on change de train pour venir vers ici. Et nous, on prenait le train en courant, on prenait le train de Nice. On suivait tout le monde. Et ce garçon-là, un soldat qui devait partir en permission peut-être. Et il a dit, voyons, voyons où c'est que vous allez. Il nous a parlé en catalan, on lui a montré le papier, il dit non, malheureusement, il nous a mis dans le train qui venait à Carcassonne. Voilà, et c'est comme ça qu'on a rejoint papa. Et cette famille, donc, ces patrons, nous ont reçus comme de la famille. On était chez eux pendant plus de 3 mois. On a été chez eux, manger, dormir et tout. La mémé nous a laissé son lit, elle est allée dormir à la chambre du petit, de son petit-fils, pour qu'on ait la place de mémé. Enfin, c'était la famille, quoi. On a gardé des relations jusqu'à l'an dernier, que la dernière fille est décédée. Alors, vous avez vraiment été bien accueillis. Vraiment. Ah oui, oui, oui. On est resté chez eux tant qu'ils nous ont fait une maison qu'ils avaient à côté. Ils nous ont fait... au-dessus de la bergerie, ils nous ont fait 2 pièces pour nous, pour qu'on ait une indépendance, quoi. Voilà. Alors on avait le plancher plus neuf qu'eux, puisqu'ils nous ont mis des planchers neufs, pour dire. Le patron, il est venu, quand mon mari est décédé, il est venu en bicyclette, à l'enterrement de mon mari, et après de mon père et de ma mère. Ils sont venus, tout le temps, on a gardé des relations. Très étroite. Et donc, votre papa et votre maman travaillaient les champs, c'est ça, hein? Et vous allez à l'école? Oui, ouais, voilà. Et oui, on aidait à la maison le jeudi, et puis des fois le samedi, le dimanche, non, le dimanche on ne travaillait pas. On aidait un peu, ce que peut faire un enfant, quoi. Ouais. Et vous avez appris le français alors? Voilà. Je ne suis pas resté trop longtemps à l'école, j'avais 13 ans. 14, 15, ils m'ont gardé jusqu'à 15 ans quand même. Ils m'ont gardé jusqu'à 15 ans parce que ils disaient que c'était dommage que je pouvais faire un petit peu plus, quoi. C'est juste. Et en arrivant, ils m'ont mis avec la maternelle parce que je ne savais pas parler. Et alors, petit à petit, en 3 mois, j'ai été avec ceux de mon âge. Malgré que je prononçais mal quand même. Mais bon, j'étais à l'école avec ceux de mon âge. Et alors, comme je bûchais le soir avec la lumière du feu, qu'on n'avait pas de... Après, on a eu l'électricité, hein, avec la lumière du feu, eh bien, et je prenais par cœur la poésie, ce qui me mettait au rang des autres, c'était la poésie parce que je la récitais par cœur, même que je ne savais pas ce que ça représentait. Et puis, les maths qu'on disait, parce que ça, c'était pareil qu'en Espagne, quoi. J'y arrivais. Ce que je comprenais. Voilà, voilà.
des problèmes et tout ça. Alors l'institutrice, des fois, je suis arrivée à être première à la classe, il disait à l'institutrice, vous n'avez pas honte, alors qu'il a fallu qu'elle apprenne à aller à parler et tout, qu'elle vous dépasse. Et c'est parce que moi, je me suis... D'abord, mon père m'avait toujours dit, à l'école, il faut y aller avec plaisir, parce que vous y allez pour apprendre, quoi. Les profs, les instituts, ils sont... Eux, ils font leur travail. Hein. Si vous ne voulez pas travailler, c'est tant pis pour vous. Et moi, comme je voyais que j'étais âgé, quoi, je me suis dit, si je m'applique pas à apprendre ce que je peux, au moins pour pouvoir écrire une lettre, indispensable, quoi. Si je ne m'applique pas, je serai à 14 ans, je sortais de l'école. Donc, normalement, j'avais qu'un an. Et ils m'ont laissé un an de plus. Voilà. Le village a été très gentil. Quand on est allé à la maison, que les patrons nous ont fait ce petit appartement-là, eh bien, un nous donnait 6 poules, l'autre nous a donné des lapins, un matelas, enfin, tous ils donnaient des choses au patron, quoi, pour nous installer, quoi. Ils donnaient des choses pour nous, quoi. Ça fait qu'ils nous ont installés là, parce qu'il n'y avait pas trop d'argent à ce moment-là. Même les propriétaires, ils n'avaient pas trop d'argent. Il fallait attendre la récolte. Avec la récolte, parce que le salaire s'était un peu mélangé avec la récolte, on payait la récolte de blé, on le donnait au boulanger, il faisait une estimation, et on avait le pain pour l'année. Voilà. Lui, il se le faisait mieux. Oui, voilà. Oui, je crois que c'est là-bas. Il y avait 2 bâtons. Et quand on allait chercher un pain, c'était des pains de 2 kilos. On mettait les 2 bâtons ensemble, un pour le boulanger, un pour nous, et il faisait une entaille. Une entaille, ça fait, voilà les comptes. Voilà, parce que, et ici, il y avait des gens aussi qui n'étaient pas trop instruits aussi. Alors il faisait, voilà, les 2 bâtons et la marque. C'est pour ça qu'on dit la marque, quand on allait chercher un pain de 2 kilos, on disait une marque. Une marque. Voilà. Alors, pour finir, si vous voulez bien, je me souviens aussi que quand vous êtes arrivé en Ariège, vous étiez à Daloux, votre père vous avait acheté un dictionnaire franco-espagnol. Oui. Hein? Oui. Donc, toujours ce désir d'apprendre. Voilà. Oui. Il m'a acheté ce dictionnaire et avec ça, des mots que je ne comprenais pas, je cherchais et j'avais l'explication. Voilà. Je n'ai pas pu faire des grandes études, mais enfin, au moins pour se débrouiller pour une lettre, même avec des fautes. Mais quand on était à l'école de Plaigne, on avait de l'amour propre, on ne voulait pas faire des fautes. Des fois, je disais à la fille de l'institutrice, elle était gentille aussi, elle me le corrigeait. Oui. Et après, j'ai dit, quand je ne serai plus là, il dit, tu sais pas, quand tu veux écrire une lettre, tu me l'envoies. Et je te souligne où il y a des fautes, et je te mets à côté le mot sans faute. Voilà. On a correspondu longtemps. Ah oui. Oui, la pauvre, elle voulait, mais papa, il ne pouvait pas tout faire. Elle voulait, avec la fille de l'adjoint au maire, elle voulait faire cotiser tout le village, comme ils ont été tellement gentils quand on s'est installé. Pour me tenir, pour aller que j'aille au collège avec elle. Ils sont allés au collège à Limoux. À Limoux, oui. Elles étaient au collège à Limoux. Et alors, ça, c'est pas possible, quoi. La pension, les études, ça allait. Mais les pensions, il fallait le payer, ça. On peut payer une fois, mais on ne peut pas faire payer 3 ans les personnes. Et là, pour rester dans le domaine de l'école, justement, c'est
il y a bientôt 2 ans, on a donné votre nom à l'école de Verniolle. Oui, Je sais qu'à ce moment-là, vous en avez parlé de votre enfance et de l'école. Ils étaient contents, les enfants, oui, de voir que Oh, vous leur racontiez comment vous étiez à leur âge. oui, oui, oui. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir. Soldados, la patria nos llama a la lid.